Ça vous dérange pas? C'est vous qui êtes maître de ces lieux. Bien, Monsieur le Ministre, merci infiniment d'honorer de votre présence ce colloque. Nous sommes chez vous, c'est vous qui nous recevez, et donc nous sommes très sensibles à cette hospitalité. Je voudrais en profiter pour remercier vraiment tous vos collaborateurs et tous les services du secrétariat d'État qui ont été mobilisés pour la réussite de cet événement. Nous avons, la Commission nationale française pour l'UNESCO a de nombreux contacts avec votre ministère, et il y a d'abord les 40 chaires UNESCO qui sont françaises. Nous avons, il y a cette conférence, bien sûr, sur le numérique. Et nous montons, comme vous le savez, un grand congrès autour d'Edgar Morin sur la pensée complexe en décembre. Et nous espérons peut-être vous voir présent à l'inauguration de ce congrès, du dernier des grands mohicans français, qui sera là pour passer 2 jours avec nous sur la pensée complexe. Voilà. Donc, merci infiniment, et vous avez la parole. Vous la prenez, parce que vous êtes chez vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à ce moment particulier de vos travaux. Il faut appuyer là. Pof. Voilà. Puisque c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'exprime d'ici. Je n'ai pas de discours escathédra à vous faire, puisque vous êtes, en fait, vous avez fait les préliminaires ce matin, et puis pendant 1 jour et demi, vous allez continuer à travailler. Je vais le faire de manière très, très décontractée, très simple, pour vous dire des choses que vous savez tous ici. Vous êtes des experts et du numérique et de la pédagogie numérique, mais vous faire partager ce qui me semble être une nécessité absolue de changement de braquet sur ces sujets dans l'enseignement supérieur français. Où on n'a pas besoin de faire la philosophie sur la transformation numérique, le fait qu'elle touche tous les pans de la société, mais d'abord resituer ces questions dans l'avenir prévisible de l'enseignement supérieur en France et dans les choix qui matricent cet avenir. Voilà. Pays développés ont fait de l'accès à l'enseignement supérieur, de la diplomation, un enjeu de compétition internationale. J'aurais même tendance à dire d'ailleurs que si on cherche les nouveaux terrains de la compétition et de la coopération entre les nations, c'est autour de l'accès à l'enseignement supérieur et à la qualité de la recherche que les enjeux principaux se jouent désormais. Et donc pour la France, la STRANES, la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur, qui a été rendue publique en septembre 2015, qui avait travaillé quand même beaucoup en amont de manière collaborative, a montré que très concrètement, pour la France, les 10 années qui viennent vont être marquées par un choc démographique à l'université considérable, que ça pose plein de problèmes, je ne rentre pas là-dessus aujourd'hui, mais que ça en pose un spécifique qui est la diversité. Plus on démocratise, plus les publics accueillis seront diverses. Et donc, finalement, la nécessité absolue, quand on veut démocratiser l'accès durablement, quand c'est un choix stratégique du pays, ce que le président de la République a validé en recevant les auteurs de la STRANES, quand on veut démocratiser un enseignement supérieur, il y a plein de conséquences immobilières, budgétaires, autonomie des établissements. Tout ça on met de côté, non pas que ce soit pas intéressant, mais ce n'est pas votre sujet. Mais la question de l'adaptation des contenus, la question de la personnalisation des contenus est une question absolument stratégique qui conditionne la réussite de ceux et celles qu'on veut accueillir. Donc, disant ça, je dis que durablement, le numérique, les capacités que le numérique offre, notamment en termes pédagogiques, sont la condition de réussite de l'objectif que la nation s'est fixé. Cet objectif n'est pas un objectif en l'air, c'est un objectif qui va matricer les questions budgétaires. Si cette année, en 2017, on a obtenu une hausse significative du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, 850 millions qu'on s'apprête à faire voter par l'Assemblée nationale, la plus grosse progression depuis une quinzaine d'années, hors l'année de la mise en place de l'autonomie, c'est d'abord parce qu'on a bien compris qu'il fallait des moyens pour les universités pour qu'elles accueillent plus, pour qu'elles accueillent mieux et pour qu'elles accueillent de manière
personnalisé. Ça ne sera pas plus personnalisé, disons, plus adapté au public. Ça ne sera évidemment pas en un jour. Si nous avons réussi dans le cadre du PIA 3, Programme d'investissement d'avenir, enfin vous connaissez tous ça ici, vous êtes des spécialistes, à mettre une ligne de crédit de 250 millions d'euros consacrée à l'innovation pédagogique et numérique, dont la mise en mouvement va être mobilisée à partir du 1er janvier 2017, c'est aussi parce que non seulement c'est les investissements d'avenir, c'est ça, non seulement c'est un caractère stratégique pour la nation, mais que vraiment ça doit avoir des financements extra-budgétaires pour que ceux et celles qui investissent de l'intelligence, des efforts sur ces thématiques-là soient garantis d'avoir des financements, entre guillemets, pérennes, qui ne soient pas soumis aux régulations budgétaires. Donc voilà, ça c'est la toile de fond, c'est ça. Depuis maintenant une dizaine d'années, je ne vous récite pas le rapport de l'IGANR, je remets mes fiches en ordre, parce que là je suis parti de manière assez... et donc on va faire ça comme ça, voilà. Depuis une dizaine d'années, vous avez initié un mouvement dont, pour faire simple, je vous remercie. Ça m'évite de vous tresser des couronnes de laurier, que vraiment, vous avez été les pionniers. Alors ça n'a sûrement pas été toujours facile, c'est probablement toujours pas facile. Peut-être qu'il y a de l'essoufflement, c'est normal, ça c'est la vie. Et peut-être que vous êtes senti aussi déconnecté d'une vraie stratégie nationale. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vraiment, pour le coup, là, vos actions reviennent absolument au centre d'une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur. Toujours est-il que vous avez fait du bon boulot. Voilà. La question qui nous est posée collectivement, nous, aujourd'hui, c'est le changement de braquet. Je ne sais pas comment il faut faire. Je sais pas comment il faut faire. D'abord, je n'ai pas la prétention de savoir seul comment il faut faire. Surtout. Moi, je suis totalement, non seulement respectueux, mais je suis persuadé que la grande chance de l'organisation de l'enseignement supérieur, c'est l'autonomie responsable et l'autonomie exigeante, c'est-à-dire finalement que des acteurs autonomes, ce n'est pas des gens qu'on consulte juste pour faire semblant ou à qui on donne de l'argent pour qu'ils vous laissent tranquille. C'est des acteurs qui doivent partager la définition des stratégies et des moyens de mise en œuvre des stratégies quand celles-ci apparaissent essentielles. Et celle-là l'est, elle devrait faire partie d'une des toutes priorités d'un document absolument majeur pour l'avenir de l'enseignement supérieur français qui sera publié en novembre prochain, qui est préparé par Bertrand Montubert, donc qui prolonge l'Astranes et qui organise la convergence entre l'Astranes et la stratégie nationale de recherche, le livre blanc pour l'enseignement supérieur et la recherche français, qui était une obligation que la loi de 2013 avait inscrite dans les textes, mais qui est un document très important parce que non seulement il va définir de manière synthétique les quelques priorités, mais surtout la programmation budgétaire pluriannuelle. Parce que c'est bien joli de dire « il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça », mais enfin, si on ne dit pas soit combien on met de moyens durablement sur les priorités, soit comment on fait une nouvelle architecture des financements. Dans la campagne présidentielle, vous allez avoir des gens qui vont proposer des architectures de financement de l'enseignement supérieur nouvelles. C'est pas mon choix, mais enfin, ça existe aussi. Si on ne dit pas ça, on n'est pas sérieux. Donc le changement de braquet, c'est premièrement inscription et élaboration d'une stratégie d'une mise en œuvre à laquelle vous devez être associé. Je ne fais pas l'aboutissement de cette stratégie et des conditions de mise en œuvre avant d'avoir fait cette concertation que mes équipes, Somalie n'a pas ici, Olivier Lénaud qui est peut-être par là, qui vont initier très vite. Mais parce que si on veut changer de braquet, monter en gamme, il ne suffit pas seulement de mettre de l'argent, les questions d'organisation, d'association des acteurs deviennent absolument essentielles. Deuxième chose, je ne crois pas du tout que la France puisse être leader. Il y a des gens qui mettent quand même beaucoup d'argent sur la table, des pays et des acteurs privés. Donc leader, en tout cas, garder une position de force en matière d'innovation pédagogique croisée numérique, sans qu'il y ait le déclenchement d'un mouvement d'ensemble de la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Et donc ce que nous engageons désormais, à travers une collaboration assez étroite et passionnante avec le Conseil national du numérique, qui d'ailleurs c'est la première fois qu'il s'engage autant dans la mutation d'un système administratif. Ce que nous mettons en place, c'est non seulement sur un certain nombre de terrains des financements renforcés pour des initiatives, encore une fois comme les vôtres, mais plus généralement une volonté que
la question soit la transformation numérique, qu'elle concerne donc aussi bien l'organisation des établissements que les différents services aux étudiants, en passant par l'ouverture des données de toute nature. Il y a toute une architecture nouvelle d'organisation et de production, y compris de contenu, qui doit être pensée ou repensée par les établissements eux-mêmes. Objectivement, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, et notamment en ressources humaines. Il y a des spécialistes des systèmes informatiques dans les établissements. Trop souvent, c'est le hardware qui explique... Oui, donc le DSI, pour parler français, voilà. Vous avez raison, qui a pris le pouvoir. C'est pour des raisons, j'allais dire, historiques, parce qu'on a commencé par ça. Mais à l'évidence, et même si là-dedans, il y a des pionniers, des gens très... C'est pas ça dont on parle. On parle d'une mutation systémique. On ne parle pas de la capacité de stockage, même si c'est par ailleurs les data centers, tout ça, ce sont des sujets. Donc, premièrement, nous allons financer, de manière complémentaire, la mise en place d'équipes dans les établissements qui seront des spécialistes, c'est pas facile à trouver, de l'évolution du software. Je ne sais pas comment vous traduisez ça. Tout à l'heure, vous m'avez dit donc les DSI, je ne sais pas comment les appeler. Moi, je les appelle Chief Technology Officer. On m'a dit ça ne se dit pas. Donc, qu'est-ce que vous en êtes tous, Malina, sur le nom? Les ingénieurs pédagogiques. Chief, je ne sais pas si l'enseignant... Enfin, vous voyez bien de quoi il s'agit. Bon. On va le faire par appel d'offres. On va essayer des pédagogues. Oui, pédagogues, mais encore une fois, il faut que ça déborde la pédagogie. Parce que moi, des pédagogues super intelligents, super innovateurs, voilà, qui travailleraient pour être en avance de la troupe sur la question pédagogique, alors que l'organisation de l'université est encore à la préhistoire numérique, très vite, c'est des aliens, et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est plus large que ça. On va donc s'appuyer là-dessus pour faire ça sur une dizaine. Comme j'ai plus mes notes, les chiffres, j'ajuste. Somalina, c'est 10, c'est quoi les premiers, là, les pionniers? D'une. 6. Les communautés, les UNP, ont déjà en leur sein... Ne commencez pas à faire le VRP, monsieur Benhamou. Je vous vois venir. J'en profite. Pardon, ne continuez pas à faire le VRP. Donc, on va en prendre 6 là, à la fin d'année, dans un premier appel d'offres. 6 universités, 6 établissements, 6 organismes préfigurateurs d'une volonté stratégique de mutation numérique des établissements, qui peut bien évidemment y avoir une composante pédagogique, mais il doit y avoir d'autres éléments. Cet apéritif est destiné à faire une sorte de prototype de ce que devrait être une thématisation en grande de la démarche, financée à la fois par du budgétaire et par le PIA. Donc là-dedans, vous avez toute votre place à jouer sur la participation stratégique, à la réflexion stratégique, sur les conditions de mise en œuvre jusqu'à la déclinaison des fameux 250 millions. Là où il faut mettre des moyens, sur quelle thématique il faut mettre des moyens. Sur l'évolution de l'organisation du système, la diffusion, vraiment c'est un champ considérable. Pour accompagner cette réflexion, et je termine là-dessus, il y a 2 mutations dont je veux vous dire quelques mots ici dans la maison. Administration centrale, dans la montagne Sainte-Geneviève. Il ne faut plus que ce soit une montagne. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'il faut qu'ici, nous apprenions absolument à muter aussi pour jouer, pour se comporter comme une administration moderne doit le faire quant à la face à elle des acteurs autonomes. Cette mutation est en cours. Elle a été amorcée par Simone Bonafous, renforcée avec l'arrivée d'Alain Beretz à la tête de la DGRI, des réflexions qu'ils font eux-mêmes pour essayer de croiser le plus possible et rapprocher le plus possible l'enseignement supérieur et les directions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous sommes en train de la penser jusqu'à la mise en œuvre par des ateliers de co-design sur lesquels le Conseil du numérique nous aide. Encore la semaine dernière, j'ai assisté à 2 ou 3 de ces ateliers entre des agents du service et les différentes personnes qui nous appuient dans cette réflexion pour que vraiment nous ayons un système, je sais que c'est le mot à la mode, j'hésite à le dire quand on parle d'administration centrale, mais plus agile qu'il n'est aujourd'hui.
Et c'est une mutation culturelle très, très profonde. Et je suis stupéfait, je le dis ici, il y a probablement des agents de ces deux directions, après peut-être une phase de surprise, d'étonnement, de la façon dont les agents s'engagent dans cette démarche, et donc finalement, du fait que ça réveille une partie de leur hémisphère cérébral, qui, dans les cadres classiques du fonctionnement des universités, était endormi malgré eux. Deuxième élément, nous avons veillé à ce que les questions du numérique soient donc... vous ayez des interlocuteurs compétents. Vous savez que Simone Banafous a désormais auprès d'elle, rapportant directement à elle, un responsable pareil, digital. Il doit se sentir parfois un peu seul. Je n'ai pas refait le point avec lui, il faut que je vois si ça fonctionne bien. Mais ce poste Chief Technology Officer existe auprès de Simone Banafous. J'ai moi-même à mon cabinet maintenant 2 personnes totalement concentrées sur ces sujets que j'ai cités tout à l'heure. Donc, vous ne manquez pas d'interlocuteurs. Je conclus donc en disant qu'on aura de nombreuses occasions de se voir dans les mois qui viennent et qui restent. Non, mais oui, bien sûr. Pour créer ensemble, parce qu'il n'y a pas besoin de loi, je pense, de l'irréversible. Moi, c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas naïf, je vois bien ce qui s'annonce, je vois bien que moi-même, je suis de passage. Vous m'avez dit que j'étais propriétaire des lieux, j'aimerais bien, mais enfin, je suis un locataire tardif, mais je crois qu'on peut encore sur ces sujets, et quand je vous vois réunis ici, quand je vois votre programme là, de ces 2 journées, créer de l'irréversible. C'est vital pour le système d'enseignement supérieur et de recherche français. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Bien, nous sommes évidemment tous convaincus par cet argumentaire absolument passionnant. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de changer de braquet. Vous avez parlé de la montagne Sainte-Geneviève. Il y a le temple de l'UNESCO qui pourrait aussi se mobiliser sur la question. Et heureusement, nous étions très en retard sur ces questions. Alors d'abord, il y a une excellence française. Elle est reconnue à l'UNESCO. Et c'est d'ailleurs cette idée qui nous a conduit à organiser ce séminaire en deux journées. Une journée française et une journée internationale, notamment avec la présence de l'UNESCO demain. Mais je pense que l'UNESCO se réveille un peu doucement sur cette question du changement de braquet par rapport à ces grands enjeux, puisque il y a eu un projet de résolution qui est en cours d'études et d'analyse, qui débouchera peut-être sur la conférence générale de novembre 2017 sur ces grands enjeux. Alors, pour la première fois, l'UNESCO, à l'initiative d'ailleurs de la Slovénie, qui est un petit pays, mais qui s'est mobilisé. Et il y aura une conférence à Ljubljana en début 2017 qui devrait fixer le texte d'une résolution de l'UNESCO et de la conférence générale sur les questions que vous avez à vous. Voilà. Donc je voulais vous remercier infiniment. Et Monsieur le Ministre a accepté de répondre à quelques questions et de dialoguer avec la salle pour le temps qu'il lui reste. S'il y en a. S'il y en a, il doit y en avoir. Alors, que questions? S'il n'y en a pas, je ne me vexe pas. Hein. Je sais ce que c'est que l'hypoglycémie à cette heure-là. Nul n'en est protégé. Nous avons du sucre, si vous voulez. Alors, question. Bon. Convaincu, là. Vous avez une question? Bonjour, Olivier Perlot de l'association VP Numérique. Vous parliez d'irréversible, monsieur le ministre. Dans la loi, Furaso, on va l'appeler ainsi, avait été créé des VP numériques, mais malheureusement pour nous, je trouve qu'ils apparaissent qu'au niveau des communes. Ils n'apparaissent pas obligatoires au niveau des associations, des établissements fusionnés et plus globalement des établissements. Voilà une forme d'irréversibilité qui pourrait être réversible dans certains établissements. Dans les établissements aussi? Oui. Mais enfin, je vais vous dire, je réponds très naturellement. Bon, d'abord... Non, mais d'abord, cette loi, heureusement qu'elle a été faite, elle est très bien, donc je ne critique pas du tout la loi, je l'assume, je la défends à 100%. Enfin, il n'y a qu'en France, dans le monde numérisé, digitalisé dans lequel on vit, qu'il faille passer par la loi pour obliger des établissements à mettre en place des VP numériques. Et moi, ce que j'appelle de l'irréversible, c'est du viral adapté à la stratégie de réforme des administrations et des organisations. C'est que finalement, c'est d'une mutation culturelle qui doit rendre
tellement évident le fait qu'il faut que quelqu'un s'occupe du numérique dans un établissement qu'il n'y ait pas besoin que la loi le stipule. Oui, une question de Sonia. J'ai vu dans la loi numérique du 7 octobre que le Code de l'éducation a été modifié dans un sens qui, je crois, va réjouir l'ensemble des acteurs, puisqu'il est indiqué que tous les enseignements délivrés de façon numérique auront la même valeur que les enseignements délivrés en présentiel. Et également, j'ai bien vu que la certification était elle-même mise dans la loi comme étant une perspective. Donc, je voulais vous féliciter pour ces avancées législatives. Je peux poser une dernière question. La question, pardon, du VRP, excusez-moi, monsieur le ministre, puisque j'aime bien, d'ailleurs, pourquoi pas, ça fait partie de l'avancée des entreprises, de savoir défendre leurs actions et leurs projets. Effectivement, nous sommes aussi la communauté des UNT, ici, très heureux de cette réunion parce que nous avons bénéficié d'un nouveau regard, peut-être, ou d'un regard plus positif sur le travail que nous menons depuis près de 20 ans, grâce au rapport de l'inspection de l'IGA-ENR. Et c'est un moment peut-être qui a été attendu par nos communautés qui sont toutes là, et parce que au travers de la mode virale des MOOC, il y a eu comme un vent de panique au niveau des UNT dont nous avons un peu souffert, et nous avons eu la chance de voir que le travail accompli par les communautés qui sont effectivement à la fois pédagogues et ingénieurs intéressés par le numérique, ont pu accomplir sur des ensembles thématiques rassemblant tous les établissements de l'espace national, mener des travaux qui sont... On a mis en place des pédagothèques formidables. Ce n'est pas seulement des ressources A+B, c'est un ensemble adapté aux besoins de nos étudiants en fonction de leur niveau universitaire. Et les MOOC sont des micro-fragments à l'intérieur de ces éléments beaucoup plus massifs qui ont leur utilité, un peu de marketing d'ailleurs, des grandes entreprises, de l'éducation. On a entendu la présentation du CNAM tout à l'heure, qui est très fier d'être le premier émetteur de MOOC en France. Formidable. Et on le félicite, et à la fois, il ne faut surtout pas que le regard soit rétréci. Nous avons besoin, dans une assemblée comme celle-ci, de prendre compte de la complexité du monde et en même temps d'avoir des outils pédagogiques où la difficulté principale, quand on dit la pédagogie, transformer la pédagogie, je regrette, monsieur le ministre, les MOOC, c'est l'alpha, le démarrage de la pédagogie frontale. Une vidéo et quelques QCM derrière, ce n'est pas un système qui permet à nos étudiants d'arriver dans des niveaux de masterisation dans des disciplines complexes comme la mienne. Je suis chirurgien, je suis médecin. Je pense que l'idée pour nous, c'est d'arriver à améliorer les compétences réelles et d'avoir des outils numériques qui nous permettent de mieux appréhender effectivement à quel niveau de compétences sont nos étudiants ou même nos professionnels. Comment, avec peut-être des outils de simulation numérique que nous mettons en point au travers d'un programme IDEFITIL sur l'enseignement de la longévité. On travaille maintenant sur des masters 2 en ligne pour la gérontologie, dans lequel nous pouvons maintenant apprécier, à la fin d'un parcours de formation à distance, quelle est la véritable compétence pour juger d'un problème diagnostique complexe. Et voilà, c'est un peu, c'est ça la vraie transformation pédagogique que nous espérons. Mais effectivement, c'est l'hybridité qui est derrière. Bonjour Monsieur le Ministre. Alexandre Fournier, vice-président numérique de l'Université de Bourgogne. Donc je vous remercie pour la publication. Non, vice-président, je ne suis pas VRP. Vice-président campus numérique et système d'information, je précise. Je voulais vous remercier pour la publication de l'AAP transformation numérique des universités. Je voulais juste savoir, des fois, certains AAP bénéficient d'une prolongation. Est-ce que ce sera le cas pour celui-ci? Parce que la publication, le rendu est pour le 8 novembre. Ah. Je trouve que c'est juste. Ok, alors,
Qu'est-ce que je réponds à cette question, Somalina? C'est-à-dire? Mais donc, ça veut dire que le 8, ce que vous n'avez pas le 8, c'est mort. C'est ça sa question? C'est ma question, oui. Hein? Oui. Oui, après oui, donc voilà. Donc c'est mort après le 9, Ok. enfin le 8. Très bien. Bon, Mais ça redémarre en janvier. Hein. Je relance pour la première vague du prix à 3, Ouais. relancée en janvier ou fin janvier, début février. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci à tous et à toutes.